bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui nous allons parler d'une bande dessinée, mais aussi de la romance assez comique, de la romance biker, mais aussi d'un livre de fantasy que j'ai lu en lecture commune. Alors c'est parti et allons-y. Le premier tome dont je vais vous parler, il s'agit de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, publié chez les éditions Vent d'Ouest, et c'est le tome 1, Un jour je serai fantasticologue. Dans cette histoire, nous suivons la jeune sorceline qui se retrouve dans une école où on apprend à prendre soin des animaux, mais pas des animaux tels que les chats et les chiens, non, d'animaux plutôt fantastiques justement. On retrouverait plutôt des fées, des licornes, des vampires et plein de monstres et de chimères. Dans cette histoire, du coup, nous sommes immergés dans un monde complètement fantastique. Un monde qui pourrait vous faire penser à la forêt interdite de Harry Potter. Désolée, Harry Potter est ma référence dans tout. Du coup, je le cite pratiquement à chaque fois ou très très souvent. Donc ce monde fantastique, il est très immersif puisqu'on retrouve tout un tas de créatures qu'on a l'habitude de retrouver dans plein de styles littéraires, que ce soit de la fantasy, du fantastique ou voire de la beat-lit, des genres qui sont tout de même assez proches. Sorceline, on se rend compte qu'elle n'est pas comme les autres élèves. Elle a un petit côté intrigant, on se pose des questions sur son passé, ses origines, sur sa nature même, et cette petite fille, on voit que elle n'a pas le même comportement que les autres élèves, elle nous intrigue du début à la fin. Malgré tout, cette histoire reste douce et est pleine de bonne morale de par les mots. Qu'est-ce que j'entends par là? Sorceline, elle va employer des phrases et des mots qui sont pas toujours adéquats, et malheureusement, il va y avoir une mystérieuse disparition dans ce tome, et d'autres vont se produire suite à cela, si je me trompe pas, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu. Et on va se rendre compte que les mots employés, ils sont assez proches de ces disparitions. Ça correspond et on comprend pas pourquoi, puisque Sorceline et ses camarades vont partir à la recherche des camarades disparus, ils vont essayer de comprendre le pourquoi du comment, et c'est là que tous les mots employés jusqu'à maintenant vont prendre une importance assez démente dans l'histoire. Les graphismes, quant à eux, sont assez sympathiques, j'ai trouvé, mais ils restent très enfantins. Personnellement, j'ai pas été subjuguée par les planches que je trouve somme toute assez banales, même si elles sont plaisantes à regarder. Cependant, j'aime beaucoup la colorisation de ces planches, puisque nous sommes dans des tons chauds, des tons assez sombres, et j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça rend l'histoire d'autant plus prenante et d'autant plus mystérieuse. Dans cette histoire, j'aime beaucoup la notion du travail d'équipe qui est mise en avant dans cette école, tout simplement puisque on remarque qu'il y a énormément d'entraide malgré des divergences entre les jeunes de cette école, et c'est plutôt plaisant à voir. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir généralement. D'habitude, on voit surtout des personnages qui ont tendance à se tirer dans les pattes, et là, pas du tout. Donc c'est une BD qui est vraiment très agréable, qui est assez jeunesse, mais avec lequel j'ai passé un bon moment, et je pense que je lirai le tome 2 parce que je suis très intriguée par Sorceline et ses origines. Maintenant, je vais vous parler d'une saga biker, dont je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes dans ma vidéo Je teste Audible. Et donc, j'ai continué cette saga, Les White Crow de Blandine P. Martin, en écoute sur Audible, et je dois dire que même si je l'avais lu il y a fort longtemps en numérique, l'écouter a été très plaisant. Et là, maintenant, je vais vous parler du tome 3. Donc, dans ce tome 3, nous continuons de suivre Joe dans ce monde biker. Ce monde biker qui est dirigé par son père, qui est le président des White Crow. Et Jo, elle va devoir faire face
à des sentiments, elle va devoir faire face aux difficultés du club et à toute la noirceur qui l'entoure. J'ai beaucoup aimé ce tome, de par une relation père-fille qui est beaucoup plus profonde, même si la relation des 2 premiers tomes était plus centrée sur la relation filiale justement de l'histoire. La romance prend plus de part dans ce tome 3, mais la relation père-fille est d'autant plus accentuée suite à cela. Je ne résumerai pas la saga puisque je ne veux pas vous spoiler, puisque là dans cette vidéo je vais vous parler du tome 3 et 4. Mais si vous êtes curieux, je vous mettrai dans le petit i ma vidéo sur Audible pour en savoir plus. Et si j'oublie de le mettre, n'hésitez pas à me le signaler. Comme je vous l'ai déjà dit de multiples fois, je suis assez tête en l'air. Donc, dans ce tome, comme je vous ai dit, la romance se développe. Et du coup, ça devient d'autant plus addictif. La romance se complexifie de par le protagoniste qui est, on va dire, le petit ami de Joe. Parce que ça va créer clairement des conflits avec son père, d'où une relation père-fille plus profonde mais aussi beaucoup plus complexe. Mais forcément ça crée des rebondissements qui sont 2 fois plus haletants et qui vous immergent, surtout que le club est quand même dans de beaux draps. Ça empire la situation parce que son père il va devoir gérer une nouvelle qui va lui déplaire, mais aussi puisque tout le club va endurer certaines représailles, des représailles qui vont forcément avoir des dommages collatéraux, et ça malheureusement dans l'univers où nos personnages trament, c'était assez inévitable. J'ai beaucoup aimé ce tome puisque il est un petit peu moins intense dans l'action, mais il est accentué au niveau de la psychologie des personnages. On apprend vraiment à mieux les connaître, on apprend à mieux les comprendre et du coup on ressent un afflux de sentiments qui vous immerge totalement dans l'histoire et qui vous fait croiser les doigts pour vos personnages chouchous. Vous avez peur pour eux, vous ressentez d'énormes choses, vous les comprenez, vous voyez leur côté doudou et leur côté gros dur, tout simplement. Ce monde qui ressemble tant à la série Son of Anarchy, mais qui est un peu plus romancé et un peu plus doux dans la romance justement. Ce 3e tome est assez particulier puisque nous avons une triple narration qui rend le tout encore plus addictif, puisque nous aurons la voix du personnage qui va jouer le compagnon de Joe, nous aurons toujours la voix de Joe et la voix de Jerry, son père, et du coup on a vraiment tous ces points de vue et cette alternance de points de vue. Donc nous, on sait ce qui se passe quand Joe se fait un sang d'encre. Et Jerry, son père, on sait aussi ce qu'il ressent. On ressent la trahison dans ses sentiments. On ressent la culpabilité de nos 2 protagonistes envers Jerry. Mais on ressent aussi tout le poids de leur amour. Et c'est vraiment, vraiment très addictif. Et du coup, je n'ai pu qu'enchaîner avec le tome 4. Donc, dans le tome 4, on ressent, comme je vous ai dit, le poids de la culpabilité encore plus fort. Puisqu'il s'est passé des choses dans le tome 3 et il se passe des choses dans le tome 4 qui font que Joe, elle va plus supporter de mentir comme ça à son père. Mais son père, il va découvrir la vérité de manière très très cruelle. Et franchement, découvrir quelque chose de la manière dont Jerry l'a découvert, c'est horrible. C'est même affreux. En même temps que ça, il y a plein de rebondissements qui s'enchaînent. Il se passe énormément de choses terribles, et si le tome 3 était beaucoup plus dans la psychologie des personnages, ce tome 4, lui, est complètement dans l'action, et tout ce qui se passe, c'est très noir, c'est très très noir. Et par moments, on a de l'alcalmie, on vit des moments très intenses de bonheur, et c'est un moment intense, on se dit qu'ils peuvent pas être gâchés, et on se trompe complètement. Tout devient noir, et tout vous bouleverse. C'est poignant, c'est intense, c'est bien mené. Blandine P. Martin sait où elle veut mener son lectorat et elle sait vous immerger. Quand vous êtes au sein des White Crow, vous êtes au sein d'une famille. Vous ne pouvez pas être insensible à ce qui leur arrive et vous ne pouvez pas ne pas avoir de la peine pour eux, même si vous savez que certains événements sont créés de manière à ce que oui, ils ont fait des choses mal, ils traînent dans des trafics qui sont pas très nets, donc forcément le revers de la médaille, il faut bien qu'il arrive à un moment donné, et pourtant vous pouvez pas leur en vouloir, puisque ces bikers, ces gros durs, quand ils aiment puissance 1000, et du coup tout est décuplé, et il y a un cercle vicieux qui se crée, c'est-à-dire que on fait quelque chose de bien, mais on a besoin d'argent, on va faire notre trafic, ça se passe mal,
du coup on va se venger et en fait c'est un cercle vicieux comme ça non-stop. Il y a toujours un élément perturbateur qui va venir noircir le récit. Cependant, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que il y a la thématique de l'amitié et de la famille qui sont énormément mises en avant. Nous avons la thématique de l'amitié de par l'unité qu'il y a dans ce groupe de bikers. Même s'il y en a un qui a fait des conneries, c'est pas grave, on se soutient, on est une famille. Il y a la thématique de la famille, puisque du moment que un des membres fait partie du club, toute la famille fait partie du club, et du coup on va protéger chacun de ses membres quoi qu'il en coûte. Au milieu de tout ça, au milieu de ce monde noir, au milieu de ce trafic d'armes, au milieu de toute cette boucherie en fait qui se passe, parce que oui, il se passe clairement de la boucherie dans cette histoire, nous avons des thématiques un peu plus courantes qui vont faire leur apparition, comme les problèmes de santé, les problèmes de la drogue, de l'addictivité et ce qu'il en coûte, mais aussi des problèmes familiaux tout à fait banals. Donc ce tome, il était incroyable, sauf que la fin, elle nous plonge dans une terreur, vous n'imaginez pas. Il se passe quelque chose à la fin de cette histoire qui vous bouleverse, puisque en fait c'est censé être un beau jour, c'est censé être un moment que rien ne pourrait gâcher. Et ce moment-là, gâché de la façon dont il a été gâché, je crois qu'on s'en remettrait pas. Honnêtement, je pense que personnellement, moi, je ne m'en remettrai pas. Ça m'a bouleversée et du coup, je n'ai pu qu'enchaîner sur le tome 5. Et dans le tome 5, en fait, tout explose puisque nous avons nos proches de nos bikers qui subissent une situation qui ne leur convient pas, mais ils prennent sur eux puisque ils aiment ce club, ils aiment les membres de ce club. Et il va y avoir une espèce de prise de conscience et cette prise de conscience, elle va être amenée de manière à ce que ça bouleverse toute la dynamique de l'histoire, ça bouleverse le club et ça va bouleverser des relations. Dans le tome 5, c'est vraiment une histoire de reconstruction, puisqu'après tout ce qui s'est passé, justement, il va falloir que chacun arrive à sortir la tête de l'eau, et ça, c'est vraiment pas évident. Mais en même temps, on peut que les comprendre, ces bikers, on comprend le point de vue des bikers, on comprend le point de vue de leurs proches, et ça vous met du baume au cœur. Et moi, terminer cette saga, ça a été dur. Heureusement, il y a 2 tomes bonus du point de vue du petit frère de Joe et du point de vue d'un autre membre du club. Et j'ai hâte de me plonger dans ces 2 tomes, puisque eux, je ne les ai jamais lus. Pour passer à une note un peu plus badass, j'ai lu Kéléana de Sarah Gimas, le tome 1, L'assassineuse, publié chez la Martinière Jeunesse. Kéléana est une jeune fille de 18 ans à peine, mais qui a été considérée comme le plus grand assassin du royaume d'Adarlan. Kéléana a donc été emprisonnée dans une espèce de mine en fait, où on appelle ça le bagne si vous préférez. Et elle est censée y passer les restants de ses jours. Mais le prince d'Orient va venir la chercher pour en faire son champion afin de gagner le tournoi du roi. Une fois que Kéléana gagne le tournoi du roi, elle devient le champion du roi pendant 4 ans. Donc voilà le but du prince d'Orient quand il vient la chercher, puisqu'il espère gagner ce tournoi. Sauf que arrivée sur place, Kéléana elle va accepter ce marché pour pouvoir retrouver un semblant de liberté. Sauf que arrivée sur place, Kéléana va se rendre compte qu'il y a énormément de champions tout aussi doués qu'elle et qui ont des capacités hors normes. Tous ces champions vont s'entraîner dans le but de réussir les épreuves de ce tournoi et peut-être devenir le champion du roi. Sauf que des meurtres mystérieux ont lieu et bizarrement à chaque fois c'est un des membres du tournoi qui est assassiné de manière assez sauvage, et Kéléana va mener son enquête. Donc c'est une histoire qui nous immerge directement, on rentre directement dans le vif du sujet. Sarah Gimas a cette plume qui vous envoûte dans une narration fluide sans aucune fioriture. De plus, on fait directement la connaissance de nos protagonistes principaux, protagonistes qui sont directement charismatiques. Nous faisons la rencontre du prince d'Orient, qui est juste Oa, de Shaol, qui est très très intense, et de Kéléana, qui est badass mais fragile à la fois. Dès les premiers chapitres, moi je vous
précise déjà qu'on pressent un triangle amoureux. Pourquoi je vous le précise? Puisque moi ça me dérange pas du tout, j'aime plutôt bien les histoires où il y a des triangles amoureux du moment que c'est pas trop tiré par les cheveux et que ça va pas trop loin. Mais je sais que les triangles amoureux peuvent en déranger beaucoup d'entre vous. J'ai adoré cette histoire de par l'autrice qui l'écrit, puisqu'on retrouve vraiment son style dans la narration. Et on retrouve un petit peu de l'univers de ACOTAR, une saga que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, on va faire allusion à des fae. Et si vous avez lu ACOTAR, vous savez que les fae sont des protagonistes très importants de l'histoire en conséquence. Mais ces fae dans Keleana sont quelque peu différents et le monde qui est autour de ces fae et des légendes, il est aussi complètement différent. Donc j'ai hâte de voir où Sarah J. Maas va nous emmener à travers cela, puisque tout n'est pas dévoilé dans ce tome. Malheureusement, il va falloir attendre que je me procure les autres pour connaître la suite de cette histoire. Keleana, j'ai adoré, puisqu'en fait, on sait qu'elle est badass, on sait qu'elle est forte, mais en même temps, elle a toute cette douceur, cette immaturité et cette fragilité qui caractérise une jeune fille de 18 ans. Et ça rend l'histoire d'autant plus touchante et d'autant plus réelle. Parce que elle ne peut pas être badass à 100%, parce que une jeune fille de 18 ans insensible à tout, ce serait fortement pas crédible. Et donc j'ai adoré ça. En plus, plus on avance dans l'intrigue et plus on se pose des questions. On se pose des questions sur les origines de Keleana, on se pose des questions sur le monstre et les circonstances dans lesquelles ils sont tués, et on se pose plein de questions sur divers personnages qu'on va faire connaissance dans cette histoire. Cette histoire, elle vous happe, elle vous immerge, de par un triangle amoureux qui devient intense, même si on peut pas dire qu'il se passe grand chose à ce niveau-là, mais aussi de par tout ce qui se passe, les rebondissements qui s'enchaînent. On se pose de multiples questions. Comme je vous ai dit, si les personnages principaux sont très charismatiques, les personnages secondaires ne sont pas pour autant laissés de côté. Et ces personnages secondaires, vous vous questionnez aussi sans cesse sur eux. Vous vous questionnez sur beaucoup de choses qu'il se passe. Vous vous questionnez sur l'univers, sur l'histoire, sur ce qui va se passer, mais aussi sur le vécu de beaucoup des personnages. Et c'est d'autant plus incroyable, c'est d'autant plus attachant. Sarah J. Maas, elle vous immerge, elle vous emmène dans ce nouveau monde. Un monde pas tout beau, puisque ce qui se passe clairement, c'est pas très joli. Mais c'est juste incroyable. Moi, je suis arrivée à la fin de la lecture commune et comme beaucoup, j'ai craqué et j'ai pas pu attendre. J'ai terminé la fin du livre, même s'il restait encore un jour de lecture commune pour savoir ce qui allait se passer. On est beaucoup à l'avoir fait. C'est un tome incroyable et j'ai hâte de voir comment tout ce qui va se passer va se mettre en œuvre dans le tome 2. J'ai hâte de voir comment va évoluer la relation entre nos divers protagonistes qui ont fait battre mon cœur. Ce tome-là n'est pas un coup de cœur. Il manque ce petit truc pour qu'il le soit, mais il n'en est pas loin. Et pour terminer cette update lecture, je vais passer sur une note complètement joyeuse, complètement légère, parce que je vais vous parler de l'Anti-Lune de miel de Christina Loren, publiée chez les éditions Hugo. Dans cette histoire, nous allons suivre Olive Torres et Ethan. Olive et Ethan sont témoins du mariage de leurs frères et sœurs respectifs, puisqu'Olive va assister au mariage de sa sœur jumelle Amy et Ethan à son frère Dane, puisque Amy et Dane vont s'unir, sauf que le mariage ne va pas se passer comme il devrait se passer. Une énorme intoxication alimentaire va avoir lieu et les deux seuls personnages qui ne vont pas être pris de vomissements seront Olive et Ethan. Olive puisqu'elle est allergique aux fruits de mer et Ethan parce qu'il n'aime pas manger dans les buffets. J'ai trouvé cette entrée en matière très hilarante, quelque peu tirée par les cheveux, puisque pour que tous les invités d'un seul et même mariage soient malades et qu'il n'y en ait que deux comme par hasard qui ne le soient pas, c'est assez bizarre. Mais du coup, Amy, elle avait prévu une super lune de miel, mais qui n'est pas remboursable et ni échangeable. Donc Olive et Ethan vont partir en lune de miel pour pas que le voyage soit gâché. Cependant, Olive et Ethan sont ennemis jurés, ne se supportent pas, mais vont devoir faire comme si ils étaient mariés. Sinon,
bah Amy va devoir rembourser cette lune de miel qu'elle avait gagnée. Donc nous allons les suivre dans cette lune de miel avec des rebondissements tous plus incongrus qui se passent. Olive, elle est malchanceuse à un point inimaginable et une ex de Ethan va faire son apparition, donc leur petit manège va devenir d'autant plus important. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai passé un bon moment, même si je trouve en soi que l'histoire en elle-même manque de profondeur au niveau du développement des personnages. On dénote énormément d'humour par la plume de Christina Loren, qui est très connue pour ça. Énormément d'humour avec des maladresses de nos protagonistes qui nous font rire. Cependant, on s'aperçoit que nos personnages, ils ont quelques problèmes, comme tout un chacun, mais que cela n'est pas forcément développé ou que l'autrice ne va pas au fond des choses, et ça c'est un petit peu dommage parce que ce sont ces petits détails qui ont fait que je n'ai pas vibré complètement et été accro à cette lecture. Par contre, oui, cette histoire est légère, oui elle se lit facilement, oui elle vous met le sourire, oui c'est le genre d'histoire qu'on verrait parfaitement dans une adaptation en comédie romantique. Après les personnages, comme je vous ai dit, même si on va pas en profondeur, ils sont très très attachants. Olive, elle est attachante de par sa maladresse, de par sa malchance, puisque moi personnellement je me suis assez reconnue en elle, puisque je suis quelqu'un de très maladroit. Et Ethan, on sait que Olive elle a des préjugés à son encontre et on va apprendre à le connaître et à le voir d'un nouvel œil. J'ai bien aimé la morale de cette histoire qui nous fait comprendre qu'on peut pas juger quelqu'un au premier regard, puisque si on connaît pas la personne, on comprend pas qui elle est vraiment et on se rend compte que notre première impression n'est pas toujours vraie et donc c'est très très agréable puisque c'est une histoire qui va au-delà des a priori. J'aime aussi cette histoire qui met à l'honneur les liens familiaux puisque Olive elle a une énorme famille, une famille qui se serre les coudes, une famille qui répond toujours présente et c'est très très agréable. Enfin c'était une bonne histoire avec laquelle j'ai passé un excellent moment et je ne peux que vous la conseiller, mais par contre ne vous attendez pas à avoir du drama, à avoir de la profondeur et un développement psychologique. Si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus travaillé, ce n'est pas celui-ci que je vous conseille. Voilà, ce sera tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous le tourner. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent, à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!